Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans le cadre de la 13e édition du Sommet de la finance. Cette année, nous avons pour thème financer l'éco-développement, l'économie et l'écologie. Donc, ce matin, nous aurons avec nous sur le panel Ralph Pereira et Ralph Edmond, donc deux Ralph, que je vais vous présenter brièvement. Ralph Pereira est le PDG de Compaiti et également le PDG de Caribbean Investor Capital, qui est l'une des entreprises du groupe Profin. Cofondateur de Caribbean Investor Capital SA, CIC, Monsieur Ralph Pereira est détenteur de Master of Science in Business Administration, Leadership and Sustainability, MBALS, avec un background en technologie de l'information et de la communication. Monsieur Pereira est président de la Compaiti SA, une société de fourniture de services, de solutions et d'équipements technologiques. Il est le premier vice-président de la Kimazu Energy SA, une société d'importation et de distribution de produits pétroliers opérant sous le nom commercial GO. Membre du conseil d'administration de la Sofides, une société financière de développement, et membre du conseil consultatif de la SNI Minoterie Ltd, principal actionnaire privé haïtien des Moulins d'Haïti, SEM. Monsieur Pereira est également président d'honneur de la Fondation Comp Haïti. Monsieur Pereira a été élu au conseil d'administration en janvier 2017. Bienvenue, Monsieur Pereira. Je vais ensuite vous présenter Monsieur Ralph Edmond. Ralph Edmond a reçu son diplôme de pharmacien de la Faculté d'État de médecine et de pharmacie en 1984. Après ses études en Haïti, il part pour les États-Unis où il obtient une licence en gestion avec mention du Baruch College de New York en 1989. En 2018, il obtient une maîtrise en gestion des affaires, MBA, de la prestigieuse Université de Miami. En 1989, il fonde avec Alain Vincent Pharmacien les laboratoires Formatrix. L'entreprise supporte plusieurs activités dans son secteur propre, mais aussi dans divers autres tels que les secteurs sociaux et le monde du sport. Tout aussi impliqué dans la vie sociale, Ralph Edmond est très actif au sein de plusieurs associations à caractère humanitaire et professionnel. Il a occupé le poste de président de 2000 à 2008 de l'Association nationale des importateurs et distributeurs des produits pharmaceutiques. Il fut également membre du conseil de direction de la Fédération haïtienne de tennis, s'occupant du programme de développement des jeunes. Ralph Edmond est marié et père de 3 enfants. Bienvenue, Monsieur Ralph Edmond. Comment vous allez ce matin, messieurs? Bon, pour moi, ça va bien. Et je suis heureux de pouvoir participer à à ce panel sur le triple bottom line. Donc, je suis à vous. Bon, ben, Ralph, tout comme Ralph Pereira, je vais très très bien. Et l'esprit positif, je remercie Profin d'avoir pensé à moi pour ce panel. Et nous sommes prêts pour partager nos expériences avec les téléspectateurs. merci. Donc, aujourd'hui, le thème que nous allons débattre avec vous, c'est le 3DL et la responsabilité sociale d'entreprise. Pour commencer, j'aimerais demander peut-être à Ralph Edmond de commencer par nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par responsabilité sociale d'entreprise. La RSE, tu vois, on entend parler régulièrement de la RSE, mais la RSE est une norme ISO. On entend parler ISO 9001, ISO, et il y a plusieurs ISO, mais ça, c'est la norme ISO 26000. Et cette norme recommande 7 piliers pour la RSE, et tu vas voir à chaque fois qu'une entreprise parle de social, elle va se retrouver au sein de ces piliers.
Donc, il y a plusieurs piliers. Chez nous, à Formatrix, ce que nous avons fait, nous avons sélectionné 5 piliers pour notre programme de RSE que nous appliquons régulièrement. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les piliers et de voir que on va y retrouver les 3 BL, car la RSE est non seulement ce qu'on fait face à la communauté, mais aussi ce qu'on fait à l'intérieur et beaucoup plus aussi ce qu'on est comme compagnie. On va retrouver dans la RSE le pilier communauté et développement local, c'est en général nos actions extérieures, mais on va aussi retrouver la loyauté des pratiques, c'est là qu'on va que siège la transparence. Est-ce qu'on est, on est responsable socialement? Si on n'est pas une entreprise transparente, si on a une pratique d'avoir plusieurs bilans de contrebande et de fraude, donc d'abord être RSE, être responsable veut dire la loyauté, respecter la loyauté des pratiques. Il y a un autre pilier extrêmement important, c'est relations et conditions du travail. Est-ce qu'on est socialement responsable si au moins le minimum du droit du travail et on ne l'accorde pas aux employés, c'est-à-dire qu'ils soient payés à temps à chaque fois et qu'il ait le traitement décent mentionné dans le code du travail. Donc, c'est un pilier important avec des salaires décents et adéquats et compétitifs. Et il y a aussi un autre pilier auquel on pense très rarement, mais qui est crucial, c'est le pilier relatif aux consommateurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre sur le marché des produits de qualité défectueuse et où le respect du client n'est pas inscrit dans l'ADN de la compagnie. Donc, moi, là, on peut regarder en gros, et ce matin, se focaliser sur les 3 BL, tout en sachant que ça prend source et dans la RSE en général. Merci beaucoup pour cette explication parce que beaucoup de fois, je pense qu'on se focalise seulement sur l'aspect social d'aider la communauté et tous les autres éléments que vous avez mentionnés, beaucoup de fois, on n'en parle pas vraiment lorsqu'on pense à la responsabilité sociale. Donc, c'était vraiment bien de nous permettre de comprendre en fait toute l'intégralité de ce que comporte en fait la responsabilité sociale d'entreprise. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons parler de 3BL, en anglais Triple Bottom Line. Et j'aimerais demander à M. Ralph Pereira de nous donner une explication plus claire de qu'est-ce qu'on entend par 3BL. On sait que ça fait OK, partie de RSE, mais qu'est-ce que ça veut dire? c'est ça. La toute première chose, c'est que je confirme que c'est un segment, si vous voulez, de la RSE. Mais le triple bottom line, en réalité, en français, on l'appelle le triple résultat, est une expression qui est apparue dans les années 90. Hein, et et dans le but d'utiliser ou d'illustrer plutôt le développement durable dans une entreprise. Il consiste, si vous voulez, à évaluer comment l'entreprise performe selon les 3 P. Les personnes dont on regarde le bilan humain, euh, la communauté. Bon, alors le P, on l'appelle aussi les 3 P, People, Planet and Profit. Mais en réalité, quand il parle de planète, c'est pour les grandes entreprises qui ont beaucoup de ce qu'on appelle de déchets toxiques, etc. Mais plus précisément, c'est ce que nous pouvons faire dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Et le 3e P, qui est le bilan économique, effectivement, c'est le bilan, c'est le niveau de profit de l'entreprise elle-même. Euh, donc, on peut produire un état des résultats, non seulement où on montre les profits, les pertes liées aux activités économiques, mais aux activités sociales et environnementales. Donc, vous voyez donc, mais je dois vous dire que ce qui est intéressant, et je t'ai entendu dire plutôt, Naël, que euh, euh, il y avait si vous voulez, une forme d'association directe avec l'environnement quand on parle de RSE. Mais il faut réaliser que quand les profits, eux aussi, ne sont pas présents, en fait, ça change un petit peu de l'environnement vers, si vous voulez, un environnement beaucoup plus propre à l'entreprise. Donc, tout ceci, euh, ça fait partie du triple bottom line. Je ne sais pas si j'ai répondu raisonnablement à ta question, mais Oui, il faut regarder le bilan économique, le bilan
social, environnemental et le bilan humain. Très bien. Maintenant, je voudrais te demander comment aujourd'hui tu as pu intégrer le 3BL dans les pratiques commerciales des entreprises que tu es en train de gérer. Donc, tu as Compaïti, tu as CIC. Donc, comment toi-même, concrètement, tu as pu intégrer le 3BL? Je vais d'emblée dire, ne disons pas aujourd'hui comment est-ce que je l'ai intégré, puisqu'aujourd'hui, les données changent, ont beaucoup changé depuis ces 3 dernières années. Je peux vous dire que, brièvement, à la Compaïti, on a fait beaucoup de... Mais je vais recommander par le moins... Enfin, là, on a eu le moins d'impact, mais qui est assez énorme. C'est au niveau aussi de l'environnement. Et je me souviens que quand nous avions commencé avec Compaïti, où nous importions des produits, on se posait la question, que faire, par exemple, des cartouches qui sont en plastique et qui prennent en général près de 450 années pour se désintégrer. Donc, quand nous avons eu la franchise Cartridge World, nous avons pris sur nous, et c'était une pratique aussi, de mettre des boîtes pour récupérer les cartouches. Et ces cartouches, une fois qu'on les récupérait, on faisait un beau paquet qu'on renvoyait maintenant à HP, par exemple, pour qu'ils soient eux-mêmes recyclés. Donc, c'était l'une des premières choses. Et on a tenté de le faire en maintes reprises avec des équipements eux-mêmes, les imprimantes, les carcasses des ordinateurs, etc. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps avant de se désintégrer. Et nous avons, nous, œuvré beaucoup dans ce sens. Mais au niveau, ça c'est au niveau du, si vous voulez, de l'environnement. Je saute beaucoup sur les étapes. Au niveau du bilan humain, la Fondation Combat Haïti a beaucoup œuvré avec son projet d'implantation de centres, on les appelait à l'époque des cybercentres, un peu partout dans le pays, où nous avons eu aussi avec une ONG Haïti Future, où nous avons implanté, installé dans plus de 750 écoles des tableaux numériques pour les enfants. Là encore, ce sont des activités que nous avons faites de façon humaine, mais qui sont en dehors de la société. À l'intérieur de l'entreprise, je dois vous dire que la compagnie a toujours été respectueuse de tout ce qui a comme environnement favorable à une bonne gestion pour en ce qui concerne ses, je n'aime pas le terme employé, ses collaborateurs. Oui? Et où nous sommes jusqu'à présent respectueux des normes standards établies de traitement des employés, des collaborateurs. Et à un certain moment, ça va vous paraître bizarre, mais ayant été conscient que la façon dont se dessine, si vous voulez, le futur, en ce qui a trait à la durabilité d'emploi, j'ai expliqué à mon staff que, écoutez, je dois vous dire que si vous passez 10 ans, 12 ans, 15 ans, au même poste où vous êtes à Compaïti, je vous considère, je vous dis tout simplement que vous avez échoué. J'aurais dit, écoutez, il est grand temps pour vous de chercher une activité qui vienne en support. Parce qu'avec la dégradation de l'économie, on s'appelle un taux d'inflation qui augmente et qui est certainement en adéquation avec l'augmentation, si vous voulez, des salaires, vous êtes en train justement de voir votre capacité financière et économique se réduire. Donc, il faut trouver autre chose. Et nous avons créé un fonds. Ce fonds était dédié justement aux employés et on leur dit, écoutez, choisissez un projet qui va tenir compte justement d'éviter, on ne veut pas de projet purement commercial où vous achetez, vous revendez,
Ça, c'est bien aussi, mais essayez d'avoir quelque chose où vous pouvez avoir un impact dans l'environnement direct où vous êtes. Vous allez venir présenter votre projet et le panel de ceux qui vont déterminer si le projet est viable ou non, ce sont encore les mêmes collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise qui vont vous poser des questions, etc. Eh bien, ma chère, imagine-toi que nous avons eu plus d'une dizaine, oui, une dizaine de projets dont en fait 6 ont été acceptés et ont été financés par les fonds de Compaïti. Et je peux dire, certains d'entre eux sont aujourd'hui venus de réels succès. Donc, en fait, je ne veux pas être trop long parce que c'est une longue histoire, celle de Compaïti, où nous avons aussi, dans un certain moment, contribué à la formation et l'encadrement des enfants de nos employés. Et donc, à cette époque, pourquoi je disais que c'était comme on l'a fait, c'est que la situation financière de la société le permettait. Mais aujourd'hui, les données ont légèrement changé. Il y a eu certains changements, certains ajustements qui ont été faits, dont on parlera encore un peu plus en détail dans un instant. Merci. Je vais peut-être demander à M. Edmond également peut-être de nous faire part de peut-être sa propre expérience dans les laboratoires Formatrix, comment il a pu intégrer justement le 3BL dans son entreprise. Et merci, Nayad. La première chose, c'est que nous avons un programme de RSE et je veux peut-être faire le lien entre quand les choses économiquement vont bien et quand les choses économiquement vont mal, pour montrer que la RSE, quand même, on peut la pratiquer et elle existe à travers tous les temps. La première chose que nous faisons et dans la RSE, c'est que nous travaillons beaucoup avec les universités, surtout les universités de pharmacie en Haïti. On a un programme avec l'Université Notre-Dame pour la formation des jeunes pharmaciens où ils viennent chez nous. Ils passent 2 mois en formation dans tous les services, que ce soit contrôle de qualité, assurance de qualité, production, et nous leur donnons un examen où la réussite est nécessaire pour l'obtention du diplôme. Pour la faculté d'État, et nous participons avec eux au niveau et des tests et des travaux pratiques dans le laboratoire de contrôle. Et c'est quelque chose que nous faisons en tout temps, que les choses aillent bien ou pas. Et nous avons aussi des programmes de clinique mobile que nous faisons en général. C'est d'ailleurs un programme que nous pensons d'ici l'année dernière redynamiser avec peut-être une structure mobile capable d'accompagner les médecins et même de participer et avec des tests de dépistage de cancer chez certaines femmes. Et c'est un programme que nous sommes en train d'écrire. Et aussi, nous travaillons beaucoup avec la communauté là où se trouve l'usine qui est à Delma 2, donc avec notre environnement immédiat. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand les choses ne vont pas, comme maintenant, on se concentre en général sur nos employés. Et jusqu'à présent, nous avons pu, malgré tous les locs, payer tous nos collaborateurs à temps, sans une journée de retard. Pour moi, cet engagement, c'est de la RSE, puisque c'est en réalité prélever de ces profits pour les partager avec les employés. Nous avons aussi d'autres mesures que nous prenons par rapport pour sécuriser nos employés dans cet environnement sécuritaire pour le moins et difficile. Et autre chose, et là, c'est un point sur lequel j'aime insister, j'adore insister, nous avons maintenu notre transparence vis-à-vis de l'État en déclarant à la douane 100% de nos factures et aussi en payant à la DGI 100% de nos redevances fiscales. En ne prenant pas l'excuse que les choses vont mal, il faut aller sous la table. Moi, je pense que c'est maintenant ou jamais pour toute entreprise de garder une empreinte RSE. Nous la gardons dans le traitement de nos employés, de notre transparence vis-à-vis de l'État, mais aussi de notre participation avec les facultés et qui forment des pharmaciens et même des chimistes. Merci beaucoup. J'aime Alors, beaucoup que tu aies insisté sur l'aspect de la transparence en fait dans les pratiques des entreprises
comme faisant justement partie de la responsabilité sociale d'entreprise, sachant qu'en Haïti, on fait beaucoup face justement à la corruption, à la contrebande et tout ça. Donc, c'est extrêmement important de le rappeler à ce niveau-là. Mais j'ai une autre question pour vous, messieurs, tout particulièrement par rapport peut-être aux dispositions que vous prenez pour réduire en fait l'impact peut-être de vos activités, peut-être moins pour Compaïti. Je ne sais pas dans le secteur de la pharmacie si c'est pareil, mais comment vous gérez justement l'impact des activités de votre entreprise sur l'environnement, l'aspect environnemental. Parce que comme nous sommes dans le thème justement par rapport à l'écologie, donc comment vous gérez ça vous-même? Une des Quelles choses, mesures que vous avez prises? Vous le- m'avez parlé un petit peu, Monsieur Pereira, pour les cartouches, etc. Donc, je ne sais pas si Monsieur Edmond a d'autres mesures ou si vous voulez ajouter également d'autres politiques que vous avez prises Je justement vais laisser par rapport à Tokai l'environnement. aller et puis je continuerai après. alors, Très non, bien. non, je veux tout simplement dire qu'on dit souvent à quelque chose malheur est bon, Mhm. puisqu'en réalité, justement, le fait pour nous de transiter maintenant vers l'énergie solaire diminue certainement l'utilisation chez nous du carburant, etc. Donc, le fait pour l'EDH de ne pas être en mesure de donner suffisamment d'énergie électrique, Vous a poussé à être et plus durable. deuxièmement, avec une augmentation aussi fulgurante du prix des produits pétroliers, ça nous a poussé quand même à œuvrer malgré nous vers et la réduction de l'impact environnemental, Toujours des opportunités dans les crises, hein? n'est-ce Donc pas? voilà, de la crise du carburant vous a vraiment poussé à explorer peut-être un petit peu plus l'aspect de développement du solaire dans le cadre de vos activités. Très intéressant. Et de votre côté, Monsieur Edmond? Regarde, chez nous, on emballe nos, parce que nous fabriquons beaucoup de sirop, de liquide, et nous emballions dans le temps nos liquides dans des bouteilles en verre. Mais on a reçu beaucoup de plaintes de nos clients parce que lors des transports en province, il y avait beaucoup de casse et le verre est en général beaucoup plus lourd. Donc, ils se plaignaient, les colis de pharmacie, c'était trop lourd, il y avait beaucoup de casse. Et j'ai beaucoup hésité à aller dans le plastique, un plastique qui s'appelle le PET particulièrement, à cause des dégâts environnementaux que cause le plastique. Finalement, ce qu'on a décidé chez nous, et pour ça, c'est un pilier de la RSE, de satisfaire le client, nous avons décidé d'aller dans le PET, mais nous avons commencé à comptabiliser combien de tonnes de plastique que nous mettions sur le marché chaque mois. Et on a mis sur pied un programme de recyclage, de collecte, pour, si nous mettions sur le marché 4 à 5 tonnes de plastique à travers nos produits, on a un programme de collecte dans la zone où nous nous trouvons au Bas de Delma, on va essayer de récolter 4 à 5 tonnes de plastique et faire du recyclage de manière à avoir une empreinte carbone neutre. Donc, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas grand chose. Nous, on s'intéresse à au moins l'entreprise à avoir une empreinte neutre de carbone. Je voudrais vous demander également comment votre entreprise arrive-t-elle à s'assurer en fait que ces valeurs-là, en matière de responsabilité sociale, de durabilité, elles, elles s'assurent en fait qu'elles transfèrent ces valeurs aux fournisseurs, aux partenaires. Est-ce que vous avez pu influencer en fait vos fournisseurs et vos partenaires? Moi, je peux dire que c'est du donnant-donnant, puisque quelque part, nous, en ce qui concerne les équipements informatiques d'un côté, les fournisseurs eux-mêmes font aussi la promotion, si vous voulez, de ce segment environnemental et nous demandent autant que possible d'avoir un équilibre de façon à ne pas augmenter, si vous voulez, les dégâts que causent enfin, les désastres causés par ces déchets toxiques. Pour te dire, pour nous, nous avons bon, des fournisseurs et beaucoup sont étrangers. Nous avons des fournisseurs locaux. Et au niveau du secteur pharmaceutique, il y a toute procédure pour l'approbation de fournisseurs. Donc, en général, ce sont des entreprises extrêmement formelles et ce genre d'entreprise a un volet RSE.
mais ce n'est pas quelque chose sur laquelle nous insistons et que nous rendons indispensable. Ce que nous rendons indispensable, c'est le respect des critères pharmaceutiques. Je voulais vous demander également, par rapport à vos employés, est-ce que vous les impliquez également dans votre démarche, justement, de durabilité, dans votre démarche de responsabilité sociale? Est-ce que ils sont en train de bénéficier, en fait, de votre programme de responsabilité sociale ou bien vous avez trouvé un moyen, en fait, de les impliquer pour qu'eux-mêmes, ils puissent comprendre et répliquer ça éventuellement dans leur propre environnement? Nous avons un comité RSE et qui travaille et on se rencontre en général une fois par mois ou des fois une fois chaque 2 mois pour faire, disons, entre guillemets, une comptabilité et des actions entreprises par rapport aux piliers que nous avons sélectionnés et dans le programme de RSE. Donc, c'est quelque chose qui est au sein même de la compagnie. On a un comité qui travaille et on a publié l'année dernière, c'est un premier bilan. Et ce que nous voulons faire, c'est à partir de l'année prochaine, de carrément, quand nous enverrons nos bilans aux partenaires intéressés, d'annexer le bilan social au bilan financier et quelque chose de le formaliser et au maximum. C'est ça. Bon, de notre côté, je vais changer un petit peu de chapeau. Au niveau du groupe Profil, le triple bottom line est quelque chose que nous regardons avec beaucoup d'attention. Et nous avons même créé un comité de triple bottom line, dont moi aussi je suis membre de ce comité-là. Et aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de regarder quel est le positionnement qu'on veut avoir. Comme dit l'Américain, are we looking for short-term impact? Are we looking for long-term impact? Are we looking for wide impact? Narrow? Comment est-ce qu'on veut se positionner? Puisqu'il faut comprendre que le positionnement détermine aussi la stratégie, la vision que nous avons avec une société. Donc, on est encore précautionneux, mais je peux vous dire que le comité travaille activement. Et je crois que la tendance semble pouvoir se dégager vers un impact large et sur le long terme, ce qui rend encore plus compliqué ce que nous voulons faire. Donc voilà pourquoi nous prenons le temps qu'il faut pour que justement ce que nous voulons faire ait un impact dans le temps et si vous voulez, adresse une plus large communauté dans ce sens. Justement, je voudrais vous demander quelles sont les mesures que vous prenez pour pouvoir évaluer la performance en fait de vos pratiques de RSE. Regarde, Et comme je t'ai dit, on a publié un premier bilan, c'était l'année dernière, et nous avons des indicateurs, et quand nous choisissons un pilier et que nous déterminons des actions à entreprendre, nous essayons au maximum d'avoir des indicateurs et nous faisons la surveillance de la performance à travers ces indicateurs. C'est quelque chose que nous formalisons le plus possible parce que, comme je te dis, d'ici 12 mois, nous allons vers la publication d'un bilan social. Donc, ce sera un bilan par rapport à des indicateurs prédéterminés. So, nous avons des piliers, un comité et des actions que nous évaluons à travers des indicateurs qui ont été présélectionnés. dans le cadre de vos entreprises, de manière générale, vous aviez toujours pris en compte le volet de la responsabilité sociale d'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quel type d'entreprise? Et peu importe en fait le climat dans lequel ces entreprises sont en train d'évoluer. Um, peu importe l'environnement légal, l'environnement fiscal, l'environnement politique et sécuritaire, est-ce que vous pensez que il faudrait toujours maintenir une responsabilité sociale d'entreprise? Qu'est-ce que vous suggéreriez, par exemple, à des petites entreprises, des entreprises qui commencent à se lancer en affaires? Si moi, je fais un business et que c'est moi-même seulement qui bénéficie du business-là, où est donc comment est-ce que cette entreprise va pérenniser? Comment pour me faire
un bagage pour que c'est moi-même seulement qui bénéficie de. Alors maintenant, on peut même le transposer. Si au sein de ma famille à moi, je suis le seul à être confortable, vous pensez mieux? Non. Donc, en réalité, pour les jeunes entreprises, il faut dès le départ inclure le volet 3BL, inclure quelque part dans le montage financier, dans la façon d'opérer dès le départ, inclure la responsabilité sociale. Il le faut. Et il faut inclure le coût avant même de mesurer la profitabilité de l'entreprise. Donc pour moi, il n'y a pas de doute qu'il faut regarder l'environnement, il faut regarder l'environnement humain. Quand on ne peut pas le faire dans une telle large mesure, au moins au sein de l'entreprise, il faut avoir une démarche responsable vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses employés. Moi, je dirais, pour appuyer Toukaï, ce n'est pas toutes les actions RSE qui demandent un débours élevé en liquide. Je voudrais parler de quatre choses. Le traitement des employés, ça fait partie de la RSE, j'insiste tout le temps. De les payer un salaire décent on time. Donc, ça, c'est déjà de la RSE. Et la transparence vis-à-vis des partenaires, et cette transparence que nous exigeons de nous-mêmes, il nous faut aussi l'exiger de l'État. La transparence, elle est valable quand elle est partout, et du côté secteur privé, du côté étatique. La qualité des produits et des services que nous vendons, c'est de la RSE. Mais aussi à Formatrix, nous travaillons beaucoup avec, par exemple, les universités, comme je te dis. L'action que nous portons et avec le programme de pharmacie de la UNDH est une action critique, importante, mais il n'y a pas vraiment d'érour de fonds. Mais c'est vrai que nous mettons nos collaborateurs disponibles et à ce moment-là, la partie salaire et le nombre d'heures que fournit ces collaborateurs pourrait être monétisé. Mais ce n'est pas toutes les actions. Il ne faut pas regarder tout le temps l'aspect monétaire, financier. Il faut regarder l'aspect engagement et l'aspect action aussi. Oui, en plus, j'ajoute qu'il faudrait dès le départ que ceci rentre même comme dit l'étranger, dans le DNA. Exactement. Pour qu'ils comprennent que ce que nous faisons au sein de l'entreprise doit nécessairement avoir un impact. Avoir un impact. Oui. Et là, je peux vous dire que pour compléter un petit peu ce que je disais tout à l'heure, au niveau du groupe Profil, nous sommes en train de regarder comment est-ce qu'on peut se mettre avec une autre société financière et venir en support à une université pour mettre sur pied un incubateur de façon à permettre à ces nouveaux venus dans le monde de l'entrepreneuriat, à ces nouvelles entreprises, de façon à les accompagner en prenant certainement en compte la RSE comme élément fondamental dans le développement d'une entreprise, à quel que soit le niveau où se trouve cette entreprise. Vraiment, j'apprécie en fait vos réponses et la manière justement que vous donnez vraiment la priorité au RSE et je me rends compte aussi que c'est vraiment tourné vers l'autre. Ma question pour vous maintenant, c'est aujourd'hui en Haïti, la situation se dégrade jour après jour et je pense que en tant qu'entrepreneur, il y a peut-être une prévisibilité que vous n'avez pas et je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train, en quelque sorte, de reconsidérer quand même votre façon de faire la responsabilité sociale d'entreprise? Quelque part, la manière que notre population est complètement démunie aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi le résultat d'années où beaucoup d'autres entreprises ont fonctionné justement sans cette composante? Aujourd'hui, malgré que la situation soit extrêmement difficile, vous avez pris le parti de continuer en fait avec votre politique de RSE, mais si vous devriez réfléchir maintenant, quelle autre peut-être composante que vous aurez ajoutée
pour pouvoir vous ajuster en fait à la situation d'aujourd'hui? La situation du moment, tant globalement que localement, invite à être très innovant. Exact. Ça change vite et les changements ne sont pas, sont d'une certaine taille, d'une certaine importance. Vous savez, quand on parle de 3BL et qu'on n'arrive pas à avoir les moyens pour garder les 3BL, il faut quand même au moins en faire deux. Et la concentration sur, sur au moins le bilan humain doit être pris en compte. Donc, pour supporter ce que Montokai disait tantôt, l'environnement au sein de l'entreprise, le fait de s'assurer que les paiements soient faits à temps, sans retard, de salaire, que l'environnement hygiénique soit maintenu. Oui, mais je veux vous arrêter. Mais si vous êtes dans une situation économique difficile en tant qu'entreprise, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de payer vos employés. Peut-être que vous Alors, n'avez même pas de profit pour pouvoir les payer. Donc, dans je, une situation comme on est en train de vivre en Haïti, il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de réduire énormément leurs opérations, de révoquer certains de leurs employés. Donc, allons essayer de se mettre vraiment comme si dans ce lot où ça va vraiment mal, comment on gère cet aspect-là. alors, ça va mal à beaucoup de niveaux, Oui. puisque quand c'est comme ça et que le volume des transactions au sein de l'entreprise diminue, nécessairement, ça va vers une réduction du staff. Mais ça, c'est du point de vue quantitatif. Mais du point de vue qualitatif, il ne faut changer absolument rien. Il faut quand même que l'environnement reste le même. Ouais, il y a une différence pour moi entre ce que nous devons faire pour, pour garder l'entreprise dans ce mode de À survie, flot. à, Mhm. à flot, au moins pour le garder à un niveau au point mort, et la qualité de ce que nous devons faire pour maintenir justement un environnement favorable, mettant, si vous voulez, le caractère humain en exergue. Donc, pour nous-mêmes, quand on réduit, la qualité ne doit pas changer. Mhm. Le traitement de ce qui reste ne doit pas changer. Vous voyez? D'autant plus qu'il y a beaucoup d'autres menaces, vous voyez, avec tous les projets qui sont en cours, etc. Mais bon, là, je te laisse le soin de compléter pour moi, puisque c'est pas Bon, ce que j'ai dit. regarde, moi, ce que je dirais, les choses sont difficiles, il faut à minima respecter le code du travail. C'est-à-dire, s'il le faut, renvoyer des collaborateurs, mais ce faisant, suivant le code du travail avec les préavis s'il y en a qui sont obligatoires. Deuxièmement, ceux qui restent, leur donner le traitement adéquat, c'est-à-dire les paiements à l'heure, même s'il y a un temps sur le salaire. Donc, l'idée pour moi, ça va mal. On laisse travailler les employés sans une mesure, sans leur dire exactement quand ils auront le salaire auquel ils ont droit. Donc déjà, et même dans les temps difficiles, surtout dans les temps difficiles, s'assurer être RSE au maximum. Renvoyer quelqu'un, ça fait partie de la RSE. Mais ceux qui restent, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, qu'ils aient le traitement et adéquat à minima, le code du travail, parce qu'il n'est pas tout à respecter chez nous. Je ne sais pas si vous voulez donner un dernier mot, un dernier message par rapport à notre thème d'aujourd'hui, mais je vous invite tous les deux peut-être à conclure et à nous faire part peut-être de derniers conseils ou autres, selon vous. Moi, je dirais rapidement que le secteur des affaires, le secteur privé, est un moteur important dans la vie communautaire, dans le succès d'une communauté de pays. Notre secteur privé n'a peut-être pas su jouer à plein son rôle, mais un secteur privé responsable, avec un programme de RSE, surtout sur les piliers
de traitement des employés, sur les piliers de la transparence et de la qualité des services et des biens, ce secteur privé-là pourra nous conduire à l'environnement et au pays que nous désirons tous. Donc, j'invite tous ceux qui se disent membres du secteur privé d'utiliser cette crise difficile que nous traversons comme une opportunité de changement et d'ensemble d'aller vers un environnement meilleur. Merci, M. Yvon. M. Pereira. J'ajouterais que je constate avec beaucoup de peine l'absence de leadership responsable. Ce que vient de dire Tokay est une bonne invitation, mais je fais moi appel au leadership, tant économique que politique, à faire preuve de responsabilité. Ouais, le mot responsabilité est un mot puissant. Quand nous avons autant d'éléments de blocage, puisque sans stabilité politique, il n'y aura pas d'investissement et on va continuer à assister à tous les dégâts auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, il faut un minimum de responsabilité. C'est ça mon appel, moi, aux leaders, tant politiques qu'économiques. Faites preuve de responsabilité. Faites votre triple bottom line. Regardez l'environnement dans lequel vous évoluez. Regardez les gens autour de vous. Faites preuve de responsabilité. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, M. Pereira. Donc, je pense que les deux Ralph, de toute façon, vous appelez en quelque sorte les leaders, tant économiques, sociaux et politiques, à prendre leurs responsabilités. Ils sont en train de vivre dans ce pays-là, donc je pense que ça leur servira également à eux de tenir compte des ressources des personnes qui sont en train d'utiliser, de s'assurer également qu'ils tiennent compte des impacts que leurs actions peuvent avoir sur l'environnement et qu'ils s'assurent aussi de produire et de laisser en fait quelque chose pour les générations à venir. Donc, je vous remercie, messieurs, d'avoir partagé avec nous votre expertise sur ce sujet. C'était un sujet très, très intéressant et je pense que beaucoup de nos téléspectateurs seront édifiés. Merci encore et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous.